Dans cet épisode, nous apprenons pourquoi la respiration est si importante pour le développement et le fonctionnement moteur des enfants et surtout ce qu'on peut faire avec cette information-là avec Élise Larouche, physiothérapeute. Bonne écoute. Bien, premièrement, il faut partir un peu vraiment de la naissance et de la base. Fait que les nourrissons, on le visualise un peu, hein? Le nourrisson, il respire avec son abdomen qui bouge, hein? Il monte, descend, ça bouge, ouais. Puis les côtes, tout est très mobile, tout est très réflexe aussi. Puis là, le bébé va se mettre à donc bouger. Hein, cette respiration-là va l'aider à faire plein de mouvements dans son corps, des mouvements rythmiques, tout ça. Puis, il va développer ses mouvements, ses transitions au sol. Puis, on espère que ce soit le plus harmonieux, efficace, juste, parce que pendant ce temps-là, il va aller travailler des endroits très ciblés. Fait que, par exemple, quand il va faire ses roulades ou il va s'exciter sur le ventre et même sur le dos, il va faire des abdominaux. Après ça, à quatre pattes, il va aller recruter un peu plus les courbures, il va aller libérer la tête qui va bouger, de façon dissociée de la colonne, les hanches qui va allonger, donc le psoas, les carrés des longs. Fait que, bref, il va aller mobiliser ces régions-là, muscler aussi ce tonus-là qui va servir de la base pour avoir une respiration mature et intégrée plus tard. Tu sais, comme pour que l'enfant, il grandit, il évolue, puis la respiration, bien, elle va se modifier. Elle ne sera plus autant réflexe, elle va devenir mature et bien intégrée dans le bas du tronc. Tu es en train de me dire que développer ces musculatures-là, ça développe la façon de respirer ou la respiration qui évolue à travers... Ces muscles-là, ils sont actifs quand on respire? Ils sont actifs. Ah oui, il y a beaucoup de muscles puis de structures qui sont impliquées dans la respiration, qu'on se rend... C'est sûr, à nous, à notre âge, on s'en rend pas compte, on respire, puis... à moins d'y apporter vraiment un travail de conscience puis de comprendre tout ça, on y va de façon machinale. Mais quand on veut avoir une respiration efficace, on va penser au diaphragme. OK? Fait que le muscle primaire, premier de la respiration, c'est notre diaphragme, la fameuse coupole qu'on a en bas de la cage thoracique. En bas de la cage exactement, en haut du nombril. Puis, c'est le muscle principal de la respiration. Après ça, on a des muscles accessoires qui vont être plus dans le haut du tronc, le cou, les épaules, le thorax. Mais si on veut être efficace et le plus naturel possible, faut revenir au diaphragme. Puis lui, le diaphragme, c'est qu'il va, à l'inspire, il va descendre. Donc, l'espèce de parachute va descendre vers le bas. Puis, il va aller s'appuyer. Puis, grâce au point d'appui qu'on a nommé un peu tantôt, les abdominaux, les muscles du bassin, des périnées, carré des longs, tout ça, la colonne, grâce à ces points d'appui-là, bien là, le reste, les côtes vont ouvrir, puis on va avoir une belle mécanique respiratoire. Sinon, bien, et on le fait, là, tout le monde dans la journée, là, on ne peut pas penser que toute la journée, on va garder une respiration efficace comme ça à 100%. On expliquera pourquoi, là. Mais sinon, c'est ça. C'est les muscles accessoires qui vont entrer en ligne de compte. Puis là, on perd ce beau mécanisme-là de diaphragme, là. Mais quand tu parles de muscles accessoires, c'est-tu ça quand on dit qu'on respire superficiellement? C'est qu'on respire plus avec les muscles accessoires que le... Oui, donc les pectoraux, les muscles des côtes supérieures, du cou. Là, j'en oublie, là, comme ça, vite, mais c'est les muscles qu'on veut qu'ils entrent en action en cas de... que l'autre système est moins accessible pour d'autres raisons. Hein? C'est bien d'avoir ces deux systèmes-là. Ça me fait penser, quand tu parles de besoin, c'est qu'il y a un lien comme avec le stress? Comme c'est-tu mieux de respirer d'une manière ou d'une autre quand on est stressé ou... Oui, mais on peut aller là tout de suite. Okay. Tout à fait. Cool. Fait que dans le fond,
Si on parle de notre système nerveux autonome, OK, il y a deux grandes catégories. Il y a celui qui est sollicité plus dans l'action, dans le stress, tout ça. Puis il y a celui qui sert plus à être au repos, à la digestion, au sommeil, à l'écoute. Fait qu'on a ces deux systèmes-là. Puis la respiration ne sera pas la même dans les deux systèmes. Dans le système d'activation, où là, peut-être que je suis en stress, je suis dans un sport de haute intensité, peut-être que je chante une mélodie très, très rythmée, tout ça. Bien là, je vais avoir accès à vraiment une respiration plus rapide, fait que peut-être plus buccale, évidemment. On va respirer plus par la bouche. Puis là, on va activer peut-être plus nos muscles accessoires. Ça serait logique parce que là, c'est peut-être le temps de courir, c'est peut-être le temps de maximiser nos déplacements puis notre efficacité. Donc, notre diaphragme, lui, il se dit OK, c'est pas assez vite, ça, là. Fait c'est let's ça. go. Faut que ça aille avec le rythme cardiaque puis pomper Exactement. le cœur puis tout ça, là. Oui. OK. Mais d'être dans ce système-là toute la journée, tu comprendras que ça mange beaucoup d'énergie. OK. Puis pour notre pauvre diaphragme qui a des bienfaits à amener sur nos fonctionnements, ben lui, il attend juste ça. Fait que quand on tombe au repos, ben là, la bouche va se fermer, puis on va se remettre en mode diaphragmatique. Idéalement. Idéalement. Merci, oui. Lentement. Puis là, le mouvement abdominal va se remettre. Puis on va gagner les bienfaits de cette respiration-là. Ouais. Mais on ne doit pas tout faire ça, considérant qu'à chaque fois qu'on va en yoga ou qu'on a un problème quelconque, on nous dit « respire mieux, respire profondément, respire avec ton diaphragme dans ton ventre ». Donc, on a beaucoup de choses à apprendre. Oui, puis je pense que c'est là qu'arrive l'aspect de pleine conscience, là. Des fois, là, on pense que, ben oui, la respiration, c'est important. Oui, moi, je fais beaucoup de respiration. Puis probablement que la plupart des gens savent de quoi ils parlent. Ils comprennent c'est quoi une vraie respiration qui fait du bien au repos, comme on expliquait, avec le diaphragme. Mais le problème, c'est que tout le reste du temps, des fois, si on pense plus à un adulte, ben on perd cet état-là parce que notre charge mentale entre en activité, on a une liste de choses à faire, on a un rythme de vie plus rapide. Fait que même si on la connaît, puis qu'on a peut-être notre yoga une fois par semaine, où là, on va y penser un peu plus, si 90% du reste de la journée, je retombe dans un mode plus, comme on disait tantôt, superficiel, ben c'est là qu'on pourrait tirer plus profit de ça. Savais-tu que les gens normaux, là, monsieur, madame, tout le monde, on utilise 10% de notre diaphragme seulement. Quand on pourrait, là, si on le passait à 50 à 70% de l'utilisation du diaphragme, on aurait des bienfaits incroyables là, dans plein de petites sphères de notre santé. Santé physique, santé mentale, tout ça. Fait que de le savoir, c'est une chose, mais de le mettre en application là, toute la journée, parce que c'est pas logique de penser que toute la journée, je vais être en mode diaphragmatique, très au repos. Ben non, parce que, tu sais, on a un emploi du temps, puis c'est correct aussi, il faut dépenser de l'énergie, il faut aller en mode sympathique, comme je disais tantôt. Fait que, mais si dans la journée, on fait des pauses, quand on mange, je pense qu'on peut, on peut vraiment penser, là, juste, moi, j'ai commencé ça, Josiane, cet été, là, parce que là, je suis comme là-dedans. Je lis les sujets. Ben, quand je mange, j'essaie vraiment de tout couper les stimuli, puis de juste me mettre en mode, ben je mange, je respire, puis je suis dans la conscience. Parce que j'ai vraiment eu écho, j'ai lu des choses, puis moi-même, tu sais, je me suis rendu compte, si j'avais un souper avec des amis, là, tu sais, où ça fait longtemps qu'on s'est vus, on est tous bien énervés, on mange vite, on boit, on mange, tout ça, on rit, ben après ça, là, notre digestion, en tout cas, de mon côté, je vais parler pour moi, ma digestion ne sera pas la même.
Même si j'ai mangé une salade puis qu'il n'y avait pas plein de sucre, plein de gluten, là, c'est vraiment pas la même chose. Ouais. Donc, je pense que c'est juste de prendre cette petite habitude-là. Puis ça le dit aussi là, que pour la fonction digestive, de respirer, prendre son temps, puis d'être plus en conscience, ça a même un effet sur le poids des gens, tu sais, sur la régulation. Oui. Là, on est tous intéressés. Tu sais, je pourrais pas rentrer en détail, mais moi, j'imagine là, que juste d'avoir une respiration qui est plus au repos, qu'est-ce que ça dit à ton système? Il n'y a pas le feu, il n'y a pas le stress, tout est OK. T'sais, est-ce qu'il sécrète moins de cortisol? Est-ce qu'il sécrète moins d'hormones de stress, plus de bien-être? Est-ce que ça l'aiderait pas notre digestion, peut-être, tu sais? Bien, ça fait du sens, parce que si on est en danger, digérer, c'est la dernière priorité. Exact. Ouais. Mais c'est une question d'entraînement. Dans le fond, plus on y revient souvent, plus naturellement, quand j'y pense pas, ça se peut que je respire tout à fait. Mieux? Oui. OK. Tout à fait, là, c'est de la répétition. Fait que plus on répète quelque chose, plus ça se fait tout seul. Je suis sûre qu'il y a plein de choses que tu as faites dans ton corps, dans de la posture, dans ta motricité fine, tu sais, que tu as répété, puis que là, aujourd'hui, tu le sais que tu n'as plus à y penser. Puis c'est l'objectif aussi, Josiane, c'est bien que tu m'amènes là, parce que l'objectif, c'est tout le temps d'intégrer quelque chose avec un minimum d'effort. Pourquoi? Pour conserver notre énergie vitale. T'sais, parce que tout ce qu'on fait avec le cortex, quand on apprend quelque chose, nos enfants qui vont à l'école, là, ils vont mobiliser des sphères du cerveau qui demandent beaucoup d'énergie. Mm-hmm. Mais si en plus, faut qu'ils réfléchissent pour plein d'autres choses qui devraient être acquises, par exemple, juste se tenir en bonne posture, écouter ou tout ça, c'est là que ça demande beaucoup d'énergie. Fait que si on revient à nos bébés là, de tantôt, qui se sont développés, qui ont fait des belles transitions, puis que ça a été harmonieux, bien, c'est ça. Ils ont développé les atouts pour passer à la verticale contre la gravité, qui est quand même un enjeu à acquérir chez nos tout-petits, avec l'acquisition donc d'une meilleure respiration, plus solide. Puis après ça, bien, ça va découler dans les sports. J'ai un prof qui disait bouger, mais d'abord respirer. Puis il disait aussi que marcher, c'est respirer, puis respirer, c'est marcher. Fait que la marche va vraiment utiliser la fonction respiratoire. Puis quand on a une bonne respiration, on aime marcher. Tu dois en avoir connu là, des enfants qui se fatiguent à la marche, qui n'aiment pas marcher. Bien, ça serait intéressant d'aller voir chez ces enfants-là comment est la respiration. Oui. Je trouve ça le fun que tu donnes ce conseil-là à nous, entre autres les ergos qui écoutent le podcast, parce que quand on fait des évaluations motrices, on va regarder la motricité globale, la motricité fine, la posture, même les mouvements des yeux, si on est en lien avec l'alimentation, peut-être orale, la bouche, moteur aussi, mais je pense que la respiration, on va moins automatiquement là, à moins que ça fasse peut-être partie du motif direct là, de consultation, puis c'est tu vas-tu nous dire, par contre, un peu comment on peut observer la respiration des enfants pour savoir? Tout à fait. Parce que la question, c'est, comment on le sait si un enfant respire optimalement ou pas? Son pourcentage, est-ce qu'il est à plus que 10%? C'est beaucoup plus simple qu'on peut penser. Hein? Puis la meilleure façon, c'est par l'observation. Fait que pour ça, là, pour parler d'efficacité, on va le diviser en deux. On va parler du jour et de la nuit. D'accord. Parce qu'on peut vraiment voir deux patterns différents chez le même enfant. OK. Fait que le jour, ben c'est sûr qu'on va avoir plein de petites observations qu'on peut faire. On peut écouter déjà beaucoup qu'est-ce qu'il fait au niveau de la respiration. Est-ce qu'il y a des pauses? Est-ce que c'est bruyant? Est-ce qu'il y a de l'effort quand il respire?
Et après ça, on peut observer, est-ce que la bouche, elle est ouverte? Est-ce qu'il y a du tirage? Là, c'est sûr que si on rentre avec... C'est quoi du tirage? Du tirage, bonne question. C'est quand il y a beaucoup de l'effort au niveau du cou, au niveau des côtes, puis que les muscles se font tirer un peu par en dedans. Mais là, peux-tu comme genre démontrer, ça ressemblerait à quoi? OK, fait que là, l'enfant parle, puis après comme... J'ai oublié mon sac d'école. Oui, c'est ça. C'est sûr que quand on rentre... Tirage musculaire. Tirage musculaire. OK. Ouais. Contraction impliquée dans la voix. Oui. Pour parler, mais pour parler, il faut respirer. Exact. C'est ça. Oui, c'est sûr. Oui. Puis, tu sais, d'une façon exagérée, là, évidemment, là, vraiment dans nos muscles accessoires, que là, il y a beaucoup d'efforts musculaires qui est fait. OK. La pause, on va l'entendre plus qu'on pense. Hein? Tu sais, fait que ça, c'est par exemple, l'enfant, il joue, ça peut être un bébé, puis là, tu sais, cette petite pause-là que le bébé fait. Fait qu'imaginons que c'est le diaphragme. C'est comme si le diaphragme prend des pauses. Ah, OK, il relâche. Il se contracte, il relâche. Fait que c'est pas fluide. C'est pas fluide. C'est pas... Ouais. Ouais, c'est je respire ou je respire pas. Exact. C'est intéressant. Fait que là, puis que là, ça, c'est le jour. On peut regarder ça. On peut aussi, là, je parle aussi, là, comme des enfants, là, des bébés à partir plus de 6-9 mois, parce que chez nos petits bébés, on l'a pas dit, mais les petits bébés, la mécanique est bien faite. Le bébé respire par le nez. Fait qu'il n'y a pas de problématique tant de pause ou tout ça, là, parce que la mécanique est faite que Jusqu'à quel âge, le nouveau-né? Bien, 5-6 mois, là. Ça peut sûrement dépendre de la façon que l'enfant grandit, là, mais jusqu'à 5-6 mois, la respiration, elle est nasale. Puis après ça, il y a des modifications qui se font au niveau du larynx, tout ça. Puis là, la respiration peut devenir buccale s'il y a des mauvaises habitudes un peu qui sont prises. C'est-tu par souci biologiquement pour protéger de l'étouffement que le bébé peut pas respirer par la bouche, comme c'est comme bloqué pour pas... Oui. Bien, tu sais, la machine est tellement bien faite pour plein de choses. Hein? Fait que, ben, tu sais, pense à un bébé allaité, s'il fallait qu'il respire par la bouche. Ah ben oui. Imagine la problématique ou au biberon, tu sais. Oui, c'est vrai. Fait que... OK. Fait qu'on veut vraiment cette mécanique-là. Oui. Mais, tu sais, c'est ça. On veut aussi, après ça, prévenir que ça reste. On ne veut pas qu'il switch, comme on dit en bon québécois, qu'il passe à la respiration buccale quand ça sera accessible. Mais ça arrive, ça? Mais oui, ça arrive beaucoup. Oui. Pourquoi c'est plus facile, en quelque sorte, de switcher pour la bouche? Pourquoi ça arrive? Bien, je pense que, selon toi, un enfant qui aurait un développement moteur harmonieux et qui vit dans un environnement aussi, rappelle-toi tantôt, là, nos deux systèmes, le système d'alarme, le système de repos. Fait que s'il est dans un environnement où il y a beaucoup de repos, disons, puis des parents qui respirent par le nez, puis qui sont ce modèle-là, mais l'enfant, lui, il va continuer à bien évoluer là-dedans. Mais par contre, s'il y a eu des lacunes dans le développement moteur, qu'il y a peut-être plus de stress dans ce petit corps-là, dans l'environnement, c'est là qu'il y a un déséquilibre qui peut se créer. Puis parfois, la respiration buccale est le premier choix pour cet enfant-là. Est-ce qu'il y a un système immunitaire qui est plus fragile? Donc là, il est souvent congestionné, il est souvent malade. Tout ça, c'est une adaptation. Oui. Donc, fait que le jour, c'est comme ça. On l'observe, ça va vous en dire vraiment là, très long. Après ça, la nuit, là, on rentre dans la règle d'or. Moi, je fais beaucoup de prévention sur la respiration la nuit. On veut que la respiration reste nasale. Fait que là, on va regarder notre enfant, notre bébé, notre plus vieux. Est-ce que la bouche est fermée? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que la langue est au palais? Parce que quand j'ai ma bouche fermée, la langue pourrait quand même être au plancher. Elle pourrait être relâchée. Okay. Mettons que c'est un petit bébé, on s'est dit c'est pas très grave, il respire par le nez. Mais quand il va passer le stade et la capacité de respirer par la bouche, bien, si la langue n'est pas bien placée,
ça se peut que là, la bouche s'ouvre aussi, puis que là, qu'il passe en respiration buccale la nuit. Même si le jour, il peut être quand même la bouche fermée, puis pas toujours la bouche ouverte. Là. Mais là, la langue, c'est pas conscient, là. On décide pas. OK, je comprends comme adulte, on pourrait nous dire place ta langue comme ça pour tel bénéfice, mais un enfant, on peut pas lui demander de placer sa langue. C'est pas quelque chose de naturel. Oui, tu as raison. Là, on peut ou de pas, orthodontique, si jamais il n'y a pas d'espace ou... ben, en fait, moi, on peut pas parler de la respiration sans parler de la langue. Du moins chez les bébés c'est le temps de regarder qu'est-ce qui se passe puis faire de la prévention. Si on veut que ça ait une belle durée, cette belle respiration nasale-là, on va vouloir que la langue soit au palais. Fait que chez nos petits bébés, par exemple, c'est naturel. La langue devrait aller se placer au palais. À moins qu'il y ait des tensions, à moins qu'il y ait un frein très court, à moins qu'il y ait une anomalie au niveau de la morphologie, quelque chose. Mais c'est ce qu'on devrait voir. Puis après ça, ben ça devrait rester. Quand l'enfant est au repos, donc la nuit, la bouche devrait être fermée. Puis si on regarde, qu'on ouvre la bouche délicatement, on devrait voir la langue au palais. Mais je comprends ton air dubitatif. J'essaie de visualiser ouvrir la bouche de mon enfant. Il me semble juste toucher à sa bouche, ça va faire sortir la langue ou ça va... comment? Là, Josiane, t'as plus de bébé, toi, hein? Non, je n'irai pas ouvrir la bouche de mon gars de 19 ans, quand même, mais... non, mais tu pourrais lui demander. Lui, il pourrait te le dire, par exemple. Où est ta langue? Où tu penses que ta langue, elle est quand tu dors? Moi, mais c'est sûr que moi, à la maison, c'est un sujet... Je peux même pas répondre pour moi-même. Où je pense qu'elle est ma langue quand... Mais je sais pas, je dors. Mais avant de m'endormir, elle est certainement pas au palais, mais quand je dors... Et on fait-tu un petit exercice, Josiane, tout le monde? OK. Moi qui nous écoute, moi et toi. OK. On va prendre quelques respirations par le nez. On peut même fermer les yeux si ça nous détend plus. Puis on va fermer les lèvres ensemble. Mm-hmm. On va se détendre un peu dans le bassin. On peut faire des petits mouvements d'épaule juste pour se déposer. Où est-ce qu'on est assis, tout le monde? Peut-être dans notre voiture, tout ça. Pas fermer les yeux en voiture. Non, excuse-moi, je ne vais pas revenir le moment, mais merci. Et là, vous allez prendre conscience où est placée votre langue. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas certains. Il y en a peut-être que c'est clair où est-ce qu'elle est. Puis on va faire une deuxième chose. Fait que là, vous prenez conscience, bouche fermée, bien reposée, détendue, on respire par le nez, où est la langue. Je vais aller tout de suite au résultat. On essaierait que la langue soit au palais. Fait que là, on va essayer d'aller poser notre langue au palais si elle ne l'était pas. Donc, on sent tout le voile du palais, la texture du palais en haut. Puis, vous allez ouvrir la bouche doucement. Ouais, bravo, Josiane. Qu'est-ce qui est arrivé pour ceux et celles qui avaient la langue au palais? Probablement qu'elle a collé là. Vous avez ouvert la bouche, puis elle est restée en haut. Pourquoi? Parce que c'est normal, ça fait une succion naturelle. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut avoir cette succion-là, ce placement-là, cette facilité-là quand on est au repos. Puis, ben, on peut le travailler chez nos enfants parce que je vais te dire un autre fait qui va nous décourager un peu, mais c'est un enfant sur deux qui a une petite problématique, dysfonction respiratoire ou dysfonction orale. Un enfant sur deux qui, un jour, OK, fait que dans le fond, sans le savoir, c'est son fonctionnel dans la vie de tous les jours, mais il y aurait une dysfonction, fait qu'ils sont pas à leur maximum sans le savoir. Exact. Puis que là, quand le corps est bien fait aussi, hein, il compense longtemps, là. Fait que, tu sais, peut-être que la nuit, ça dort bien, qu'ils n'ont pas encore de gros ronflements ou des trucs comme ça, mais tu sais, avec le vieillissement, les tensions qui vont s'installer, le stress qui va s'accumuler avec les années, bien, ça se peut qu'à l'âge adulte, là, il tombe dans la statistique. Encore là, une autre statistique incroyable, c'est un homme sur deux qui fait de l'apnée du sommeil ou qui va le faire en haut de 40 ans, une femme sur 4. OK. Mais
Tu sais, si on peut les aider, nos enfants. Fait que si on revient à ton garçon de 19 ans, tu pourrais, toi, juste comme être soucieuse de moi. Qu'est-ce que je fais, ma respiration la nuit, le jour? Puis on peut être des modèles pour nos enfants. Je pense que ça devrait commencer là. J'ai beaucoup de collègues là, en France, toi qui as une grande clientèle d'écoute en France, les approches en thérapie myofonctionnelle, les spécialistes qui travaillent sur la respiration, l'apnée, tout ça, sont plus, c'est plus important qu'ici au Québec, je crois, là. Mais on en a, je pense, de plus en plus, même qu'on a eu un épisode sur le podcast ici avec Marie-Philippe sur les TOM, là, troubles oro-faciaux, myofonctionnels. Oui, c'est ça. On a eu un épisode là-dessus. En orthophonie. Oui, orthophoniste. Oui, ben oui, tu as raison. Je savais qu'il existait des troubles en lien avec le faciès, l'oral, la bouche, la langue, là, mais j'avais pas compris les liens entre tout ça. Puis oui, je pense que c'est quelque chose qui commence davantage. Il y a même des ergos qui commencent à se former de plus en plus. Puis c'est vrai, je pense que c'est un peu plus présent. Oui, il y a des hygiénistes dentaires aussi. Oui, c'est ça, les dentistes, les orthodontistes, c'est tout lié. Parce que justement, s'il y a, je suis vraiment pas la spécialiste, mais ce qu'elle avait expliqué, c'est que si on a des problèmes avec la structure, la position du palais, des dents, t'es sûr que la langue sera pas nécessairement la bonne place. Fait qu'il faut que ça se travaille ensemble. Exact. Mais nous, c'est le fun parce que les thérapeutes physiques, là, qu'on voit les familles, les petits-enfants, on peut faire une grosse différence. Oui, quand ils sont petits. Fait que c'est ça. Fait que la nuit, donc, si on revient, on va les écouter. Est-ce que l'enfant ronfle? Est-ce qu'il fait du bruxisme? Ça, c'est quand il y a des dents qui grincent, ouais. Ensuite, on peut regarder sur l'oreiller s'il y a de l'hypersalivation. Il y a aussi le matin au réveil, est-ce que l'enfant est cerné puis il y a des poches sous les yeux? Ça peut être en rapport avec la respiration. Tout aussi, si on est franc. Pour les adultes aussi? Des fois, les adultes aussi. On se réveille plus cerné puis on dit, voyons, je me suis couchée tôt, pas de raison. Ça peut être ça. Pas que ça, mais ça peut être ça, je suis certaine, mais oui. La fatigue, l'agitation, si on fait beaucoup de cauchemars aussi, ça peut être la respiration qui nous amène pas assez dans notre mode de repos qu'on parlait tantôt, tu sais. Puis après ça, globalement, est-ce que c'est un enfant qui fait beaucoup d'infections? Tu sais, que son système immunitaire toujours en recherche, toujours en difficulté à combattre des virus, des bactéries, de l'asthme, avoir de la difficulté à se moucher, à tousser. Les bébés qui font du reflux gastro-œsophagien, ça peut être vraiment là, au niveau de la respiration, qu'il y a beaucoup d'efforts, par exemple. OK. Oui. Je pense que j'ai fait le tour. Dans des indices là, pour... C'est pas des indices, peut-être les ronflements, mais c'est pas des indices auxquels j'aurais pensé. Donc, c'est vraiment intéressant d'être plus sensible à ce type d'informations-là. Si on pense que ça peut jouer, mais là, c'est ça, c'est quoi les impacts, dans le fond? OK, un enfant sur 2 ne respire pas optimalement, il y a plein de symptômes. C'est quoi l'impact? Il y a beaucoup d'impacts, là, c'est sûr, au niveau d'une respiration non efficiente. Mais juste prenons par exemple les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, 50% ont une respiration buccale. C'est pas causatif, par exemple. Ça donne qu'ils ont les 2 difficultés. On peut l'expliquer, tu sais, si ma respiration nocturne, c'est souvent la respiration la nuit qu'on va vouloir. Le jour aussi, c'est sûr, mais la nuit, elle est tellement récupératrice, elle est pour plein de raisons aussi, là. Mais une respiration nasale est vraiment optimale. Puis, pour récupérer, mais aussi pour donner l'information toujours à notre système nerveux que tout va bien, que tout est OK dans le système. Ouais. Donc, si ma nuit ne se passe pas de cette façon-là, d'être à l'écoute le jour, à l'école, pour de nouveaux apprentissages. Tu vois l'impact, dans ce sens-là. Fait que les études, le montrent de plus en plus, là. Puis je pense qu'on va continuer à beaucoup en parler, l'impact
la respiration, chez, c'est ça, l'agitation, les comportements des enfants aussi. Mais est-ce que tu as lu des études en lien avec, par exemple, les troubles du neurodéveloppement? Est-ce que les enfants qui sont soit sur le spectre autistique, avec un TDAH, Peut-être dans ces cas spécifiques-là, peut-être que les articles abondent pas. Il y en a peut-être, par exemple, mais c'est plus avec le TDAH qu'il va y avoir des articles, surtout avec les liens avec l'apnée du sommeil, syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et puis, tu sais, on peut penser aussi que il y a la forme d'immaturité au niveau de la respiration qui est tellement dans les fondements là, du système neurodéveloppemental, tu sais, d'avoir une bonne respiration mature, que si ça se fait pas, bien, comme c'est dans la base de la pyramide, bien, ça va avoir un impact sur tout le reste. Donc, ça peut avoir un impact sur notre motricité, comme tantôt on parlait, tu sais, de faire des entraînements, c'est sûr, ça va avoir un impact. Après ça, bien, ça va avoir un impact aussi sur la gestion de mes émotions, parce que si mon système nerveux, il a l'impression qu'il est en mode un peu plus panique, survie, comment il gère le stress? L'adaptation au stress est difficile. Fait que les émotions, après ça, bien, plus loin que ça, si je suis en mode émotionnel, puis que je suis pas en mode cerveau émotionnel qui est au repos puis qui est neutre, bien, il est moins réceptif. Après ça, à l'école, à l'attention. Oui, ça, c'est sûr. Oui. Savais-tu que le nez, le nerf olfactif, dans le fond, le bulbe olfactif, en lien avec, très fort avec l'hippocampe pour la mémoire. Fait que, bien. La mémoire, c'est sûr que la mémoire olfactive, elle est très forte. Toutes les mémoires? Bien, oui, je croirais que... Si je veux retenir plus facilement le nom des gens, si je respire mieux. Oui, qui implique notre hippocampe, je pense que oui. Oui. Puis il y en a bien qui le savent. Chez les yogis, il y a beaucoup de tribus que depuis la nuit des temps, je lisais ça justement dans le livre que je pourrais vous parler, que depuis longtemps, les mères dans ces tribus-là ferment la bouche des bébés, des enfants, pour être sûr que la respiration reste au niveau du nez, au repos. Oui. Comment elles savent ça? C'est dans leur gène. C'est transmis C'est transmis, c'est inné. Je pense que si on recule, notre respiration devait rester naturelle plus longtemps en vieillissant. Mais là, qu'est-ce qui a changé? Là, c'est la machine humaine, oui, elle change un peu la forme de notre visage, notre crâne, mais ce qui a le plus changé, la posture aussi, mais ce qui a le plus changé, c'est quoi? C'est l'environnement. L'air, la qualité de l'air? Ça peut être la qualité de l'air, mais ça peut être notre quotidien, notre charge mentale. Tout ça nous éloigne de notre équilibre que le système nerveux cherche tant à garder. Oui, être en nature va naturellement, je pense, nous aider à mieux respirer. Exact. Oui, à se déposer. La ville, si nos yeux voient des choses qui bougent vite, la respiration, est-ce que ça s'accorde en rythme avec ce que ça voit ou ce que ça entend? T'amènes tellement une belle piste, Josiane, là, parce que, tu sais, qu'est-ce qui affecte notre respiration? Mais tout affecte notre respiration. Une idée, une odeur, une pensée, une émotion, quelque chose qu'on a entendu. Et là, la vue, mon Dieu, ça, c'est la vue, c'est sûr que c'est un gros morceau, ça, notre visuel sur notre réaction. Hein? Est-ce que dans quel mode là, je dois m'en aller? Là? Est-ce que je vois une voiture qui s'en vient rapidement vers moi? Est-ce que je vois un lac et un quai et des arbres, puis que là, je me calme, tu sais? Ouais. C'est pour ça que tantôt, on disait, l'objectif, c'est pas de respirer comme le Dalai Lama toute la journée, là. Ben non, mais d'y revenir, tu sais, faire des pauses aux heures de repas, avant de se coucher, en se levant le matin. Est-ce que si on lit
un livre sur la respiration, parce que j'en vois un sur la table devant moi. Tu as mentionné tantôt qui t'intéressait beaucoup, ce livre-là. Ça peut nous mettre dans le mood de penser à notre respiration en se couchant, à notre langue. Oui, c'est sûr que moi, c'est un sujet, là, tu l'as dit, là, ça m'a passionné, puis je me suis lancée dedans. Fait que je suis allée chercher des livres. Puis lui, j'avais entendu parler de ce livre-là qui est Respirer de James Nestor. En français? C'est bon. En français, il était traduit, en fait. Hein, OK. Et, c'est vraiment intéressant parce que lui, il est allé chercher plein d'anecdotes, il est allé suivre l'histoire, plusieurs grands maîtres et gens qui ont fait des grandes choses avec la respiration. Puis là, on parle autant de celui qui a entraîné des athlètes olympiques d'une façon qu'on s'entend, là, Josiane, je ferais sûrement pas les entraînements qu'il faisait faire à ses athlètes. Okay. Pas lui, là, James Nestor, mais les personnes concernées. Puis, mais c'est des athlètes qui raflaient tout après ça, là, aux Olympiques, tu sais, ouais. Après ça, un autre qui est rentré dans un département de gens emphysémateux, qui a aidé terriblement, juste par ses exercices respiratoires. La scoliose. Puis, tu sais, ça, je trouve ça... c'est intéressant. Oui, puis je peux comprendre, tu sais, le diaphragme qui s'y attache tellement dans cette zone-là, puis les scolioses, souvent dans le bas du dos, tu sais. Fait que, très intéressant. Puis plein d'autres belles anecdotes qui rapportent, mais le plus intéressant, c'est qu'il fait lui-même l'expérience de rester 10 jours en respiration buccale. Fait que là, ils sont deux hommes à faire ça, deux hommes intéressés dans le sujet. Ils se mettent des bouchons, puis ils passent 10 jours comme ça. Puis ils vont passer, donc tout le long, ils sont suivis avec des tests pour voir les fréquences cardiaques, le rythme de sommeil, le plus loin aussi, là, plein de choses. Puis la santé physique et mentale va se mettre à dégénérer, surtout chez quelqu'un qui ne serait pas habitué, hein, tu sais, on s'entend. Puis après ça, ils vont passer en respiration, donc nasale, un autre 10 jours, puis ils vont refaire les mêmes tests. Puis là, ils comparent toutes les... puis c'est significatif, là, comme différence, là, évidemment. Respirer par la bouche, ça mène pas comme à une sorte d'hyperventilation? Oui, tu as raison. Qui fait que c'est lié au stress, ça? Tellement, mais oui, c'est ça. C'est ça qu'on peut se poser la question. Tu sais, à quel niveau je crois que je suis au niveau de mon stress ou de mon bien-être? Parce que, tu sais, on n'a pas connu autre chose que ce qu'on connaît de notre état. C'est juste cet état-là qu'on connaît. Fait que c'est notre référent. Mais effectivement, tu sais, puis si on est en respiration buccale superficielle, on risque de tomber en hyperventilation, mais c'est pas une hyperventilation comme on pense, là. On fait pas nécessairement une crise, mais on est quand même en hyperventilation. On peut tomber en hypoventilation aussi, mais idéalement, c'est de prendre autant d'air que d'en laisser sortir. Oui, c'est ça. Ouais. L'hyperventilation, c'est prendre plus d'air qu'il y en a qui sort, c'est tout ça? Oui. Je vais pas me tromper, mais oui. À ce niveau-là. Ça serait comme... Exact. Puis c'est par rapport au volume pulmonaire, c'est de se situer dans la partie haute là, des volumes, tandis que l'hypo, on reste dans les parties basses des volumes. Là. Restant sur le sujet des livres, parce que quand tu dis que c'est quelque chose qu'on veut transmettre aux enfants. Donc, c'est sûr que si moi, comme parent, je m'imbue de ça et que j'en parle et que, bon, je fais un bon modèle à mon enfant, ça peut être intéressant aussi. Il me semble que j'aimerais ça avoir un livre pour enfants. Oui. Il y en existe-tu? Bien, c'est bien que tu me le demandes parce que... Oui, c'est sûr que comme tu as dit, là, la première des choses, c'est d'être un beau modèle parce que, tu sais, nos enfants apprennent vraiment par modélisation, là. Mais il y a un super livre, je ne l'ai même pas lu, mais je sais qu'il y a un super livre que j'attends. Puis que ça me fait plaisir de vous partager, c'est le petit manuel. Pendant que tu cherches, là, il me semble un livre, là, Samuel a sa langue au palais. Samuel respire fort. Une petite collection. Samuel à la plage respire mieux. Je sais pas. Une petite collection, respiration, ouais. Oui. Ça serait tellement pertinent. Oui. Parce que c'est abstrait, la respiration. Oui. Donc, si mon enfant avait 3 ans, puis c'est le temps,
de mettre des bonnes habitudes ou de créer un intérêt pour s'intéresser à la respiration. Ouais. Il me semble que petit livre imagé qui montre l'air qui rentre, qui sort, puis les émotions, il me semble que ça serait super le fun pour les auteurs intéressés, inspirés. Ça me serait le fun. Toi, on lance l'idée, On lance l'idée. Puis oui, d'aller chercher ces informations-là quand elles sont petites, plus par le jeu, par un côté ludique et non pas comme, tu sais, sous forme de commande verbale. Hey, fais attention de bien respirer. C'est pas ça qu'on veut faire. Donc, c'est vraiment ça. C'est le petit manuel pour aider les enfants à mieux respirer de l'orthophoniste Rachel Dudortoir, qui est facile à trouver sur les internets. Puis moi, je suis en contact justement depuis quelques années avec, ça s'appelle la Sleep Clinic en France. Donc, c'est en anglais, la Sleep Clinic. Oui, tu as raison. Et ça, c'est pas aux États-Unis. OK. C'est vraiment la Sleep Clinic en France. Oui, ben, je pense que c'est ce qui fait leur charme, hein, nos voisins, les Français. Ben oui. Donc, puis qui ont mis sur pied, bon, c'est sûr, là, un endroit où ils regroupent plusieurs professionnels spécialistes qui vont aider à rééduquer la respiration, aider les problèmes de sommeil, de santé, de douleur, de fatigue chronique. Mais ce même regroupement-là a aussi parti comme un organisme qui s'appelle Sommeil et santé globale. Donc, je vous partage l'information parce que c'est vraiment intéressant. Oui. C'est une rencontre par mois que l'on fait. Donc, c'est sous forme de petites conférences. Là, tu parles en tant que parent ou en tant que professionnel? C'est beaucoup des professionnels, mais les parents seraient les bienvenus, évidemment. Mais c'est parce qu'on est des professionnels. Ça peut être des CBCLC, des accompagnantes à la naissance, des dentistes, des orthophonistes, des kinés, tout ça. Puis, qu'on a tous à cœur d'aider la santé et le sommeil global des enfants, mais beaucoup par tout ce on parle beaucoup de la respiration. Puis, ils font inviter des spécialistes. Ça peut être un ORL fonctionnel, ça peut être un orthophoniste, des gens plus scientifiques qui mettent en place des applications, parce que je pense que ça va commencer à sortir, là, de plus en plus des applications pour la respiration, pour aider autant les enfants que les adultes. Comme je t'ai dit, la statistique de tantôt, hein, il y en a beaucoup. Donc, une fois par mois, on se rencontre, c'est 1 heure, c'est gratuit. Fait que vous pouvez pour ça aller, si vous voulez participer à ces rencontres-là, vous pouvez aller sur le site Au Sein en douceur. C'est la superbe Caroline Deville qui a ça. Puis, vous allez sur les mercredis Santé globale, puis vous pouvez vous inscrire. Et comme je vous dis, c'est gratuit. C'est des informations très, très, très pertinentes à aller chercher. Parfait. Donc, je suis venue avec une question en tête. C'est que j'ai lu à un moment donné, à quelque part, mais j'ai plus de source, j'ai plus de référence. Mais ça m'a toujours intriguée d'en savoir plus. Peut-être que tu peux m'expliquer un peu plus ça. On revient là au début, là, te parler des petits bébés qui grandissent, mais quand le bébé est dans l'utérus, il respire pas. Puis après, il sort, puis il y a sa première respiration, puis que le moment de la première respiration a vraiment un impact. Ça va affecter, entre autres, le développement moteur. Moi, c'est pour ça que j'avais accroché. Ça parlait d'espace intérieur, la qualité de cette respiration-là ouvre l'intérieur. Ben, je pense que oui, je vais pouvoir t'ajouter un peu de mon point de vue, comment je pourrais l'expliquer, parce que, mais tu le dis très bien, tu parles d'espace. Moi, je pense que ce qui arrive, c'est que faut voir ça comme un premier coucou, hein, l'air qui va envahir tout le petit corps. Puis un premier coucou aux organes, aux structures internes de l'enfant. Parce que ce qu'on dit, du moins, c'est que l'air, c'est le grand informateur pour la fonction orale et pour la parole, Donc, l'air lit les structures, informe les autres structures, dont le système nerveux, que, OK, tout va bien, par exemple. Tout est OK. Puis là, ben, ça met en place le reste, hein, le bon fonctionnement de nos rythmes, donc la respiration, mais aussi cardiaque, les liquides, tout ça. Ça fait bouger aussi à l'intérieur? Oui, effectivement. Ben oui. Aussitôt que l'air se circule, ça amène du mouvement, de la mobilité. Puis,
Tu sais, je pense aussi que s'il y a une région, par exemple, si on pense aux poumons, puis qu'il y aurait une zone moins ventilée, ben je pense que ça serait pas long que le système nerveux détecterait qu'il y a quelque chose qui va pas. Fait que moi, je le vois comme, on fait un coucou à tout ça, on réveille toutes les structures pour que tout le monde se parle, tout bouge ensemble, puis qu'il y a une belle mobilité qui reste, puis c'est comme une empreinte. Fait que peut-être qu'après ça, il va y avoir des petits défis, développement moteur, peut-être, mais je pense que si cette étape-là, elle est bien vécue, c'est plus facile d'y revenir plus tard. Tu sais, moi, je questionne beaucoup, c'est sûr, on fait ça dans notre anamnèse, l'histoire de naissance, quand on a des patients plus vieux. Puis, quand je questionne l'histoire de naissance, puis qu'il y a eu, que ce soit un tour de cordon, problème dans la ventilation, c'est drôle, mais j'ai pas fait de statistiques, évidemment, mais c'est des enfants qu'il y a peut-être des petits troubles, des dysfonctions respiratoires un peu plus souvent. Ouais. Tu me fais penser à ça, là. Ouais. Fait que dans le fond, on n'a pas vraiment de pouvoir on ne sait pas comment ça va se passer, sauf qu'on peut faire le retour en arrière pour voir comment ça s'est passé, ce qui peut nous donner un indice de porter davantage attention. Oui, puis déjà de reconnaître des choses, ça fait son bout de chemin aussi, parce que ça met de la cohérence, de la clarté dans l'histoire de l'enfant, tout ça. Fait que c'est pas banal de prendre conscience. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais si on revient au quotidien des intervenants, dans le fond, on consulte pour ça. OK, disons qu'on écoute le podcast, on est grand. Puis là, on se dit, je pense que mon enfant a plusieurs des symptômes que tu as mentionnés. Est-ce qu'on consulte pour ça ou est-ce que c'est plus quelque chose que on consulte pour autre chose, quand il y a vraiment une situation de handicap dans le quotidien avec l'enfant, puis là, on remarque que peut-être au niveau de la qualité de la respiration, il y aurait des petites choses à faire, puis là, on soutient ça aussi, ou est-ce que en soi, c'est un motif de préoccupation? Bien, c'est une bonne question, puis je pense qu'il y a des nuances aussi à faire en fonction des contextes différents de chaque famille, tu sais. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, on pourrait dire, bien, on fait de la prévention, puis, tu sais, autant qu'on va chez le dentiste une fois par année, on pourrait penser qu'on va chez notre spécialiste pour voir où est-ce qu'on est rendu dans notre mécanisme respiratoire, tu sais, mais je pense qu'on n'est pas là non plus. Mais comme dans toutes conditions, là, moi, je dirais quand le parent il a une interrogation ou une inquiétude, c'est sûr que ça vaut mieux d'aller se faire rassurer ou consulter. Fait que, au mieux, on va vraiment rassurer le parent. Puis sinon, ben, on va pouvoir déjà appliquer des petits conseils de prévention ou tout ça. Deuxièmement, c'est sûr que si dans la famille, les deux parents ils ont des dysfonctions respiratoires, puis là, ben, ça peut être les deux parents ronflent. Les deux parents ou un des parents a fait beaucoup d'orthodontie parce que l'orthodontie va être un signe qu'il y a peut-être des fonctions orales, dont la respiration, qui n'est pas optimale. C'est sûr que c'est pertinent de faire suivre nos enfants. Mais, tantôt on parlait de stress, on ne veut pas non plus que le parent, le parent qui n'aurait pas d'inquiétude, on ne veut pas le stresser avec ça non plus. Exact. Fait que je pense qu'il faut en parler. Surtout, la prévention devrait se faire vraiment chez les tout-petits parce que là, c'est facile. Le massage que je fais chez les bébés, c'est pour la petite langue qui ne serait pas assez au palais. J'ai vraiment le fun à faire. Puis c'est vraiment en prévention une bonne idée de le faire chez les tout-petits. Fait que le bébé a la bouche fermée. Puis, si la bouche est ouverte, on la ferme. Puis là, avec notre pouce, on va aller positionner en dessous du menton. Fait que juste en arrière de l'os, qui est la mandibule. Puis là, on va appliquer une pression, puis on va se mettre à faire un massage. Ça peut être des lignes, des cercles. Puis là, on va sentir que ça devient plus mou. On est directement sur la langue. La langue va monter au palais. Là, on peut faire ça beaucoup chez l'enfant, le bébé qui dort. C'est très, très, très facile. C'est pas désagréable. Le bébé aime ça parce que ça y met la langue à la bonne place. C'est apaisant, Josiane, d'avoir la langue au palais, là.
C'est pour ça que les suces aident beaucoup aussi. Ouais. Elles s'en vont directement au palais. Exact. Puis, fait qu'on fait ça. Puis après ça, mettons le bébé qui dort, c'est facile. On ouvre la bouche, puis on regarde la langue. Est-ce qu'elle a tenu? Est-ce que la langue, elle a descendu? Fait que si la langue, elle a tenu en haut, merveilleux, ça veut dire qu'elle est souple, elle est forte, elle est tonique. Celui qui ne tiendrait pas, on refait le massage. C'est un exercice que je vais enseigner beaucoup aux parents, qui est sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, si jamais les gens ils veulent une image, là, une vidéo. Ça se trouve facilement sur ma chaîne. Puis, donc, ça, moi, j'avoue que c'est mon petit cheval de bataille chez les jeunes mamans qui me consultent. Pour ça, évidemment, ils viennent me voir pour d'autres raisons, mais j'aborde toujours ce petit volet-là. Puis je questionne, tu sais, comment est votre respiration à vous, juste pour, tu sais, semer une petite graine que c'est tellement important, tu sais. Puis il faut peut-être plus en parler entre professionnels aussi. Oui, ça, je suis d'accord. Oui. Bien, merci pour la précision, parce que c'est sûr que quand on va deep, en profondeur, dans un sujet comme celui-là, on le présente comme si c'était grave ou que c'était gros. C'est important, mais on s'est attardé au sujet aujourd'hui, mais justement, il faut qu'on sente que ça a un impact. Il faut avoir des préoccupations importantes pour qu'on aille consulter pour cela seulement. Oui. Tu parlais de spécialistes tantôt. Le spécialiste, j'imagine que des physiothérapeutes comme toi, est-ce que vous êtes les principaux spécialistes qui se préoccupent de ça ou est-ce qu'il y en a d'autres? Bien, je pense que c'est variable parce que comme c'est encore un sujet qui est peut-être moins, qui est plus nouveau, ben il faut presque questionner le professionnel, tu sais, son expertise. Pour quelqu'un qui voudrait vraiment consulter, quelqu'un qui va bien évaluer ça, ça peut être des orthophonistes, ça pourrait être des ergos, ça pourrait être, comme j'ai dit tantôt, une hygiéniste dentaire qui a fait sa formation dans les thérapies myofonctionnelles ou d'autres thérapeutes myofonctionnels, des ostéopathes. Et aussi, tu sais, chacun aussi va développer ou non cette passion pour la respiration. Ouais. Je travaille avec une fusion périnéale. En fait, je vais travailler sous peu. Et elle est passionnée de la respiration, puis avec raison, parce qu'on sait, diaphragme, on l'a dit tantôt, périnée, bassin, tu sais. Fait que, ça pourrait être... Après ça, dans les spécialistes, ben, s'il y a des spécialistes ORL qui sont passionnés de la respiration naturelle et mature, moi, j'en cherche encore. Je cherche à allonger ma liste. Alors, oui, c'est ça. Oui. Donc, contactez Élise, peut-être qu'elle aura des noms pour vous, mais c'est peut-être une chose qu'on peut relever pour les parents qui consulteraient un professionnel, c'est de poser la question, que pensez-vous de sa respiration? Oui, tout simplement. Donc, un professionnel qui est peut-être moins habitué d'incorporer ça dans ses observations va jeter un coup d'œil supplémentaire. Oui, puis ça va faire son chemin aussi. Peut-être que le professionnel va vouloir aller plus loin dans ses recherches. Puis le parent, ben, de ne pas se gêner, de continuer à aller chercher les informations qu'il recherche puis qui vont satisfaire son besoin de « OK, là, je comprends ». Oui, OK, c'est bon. Dans tout, hein? Je vois, j'ai vu le livre tantôt, mais là, tu as enlevé le livre, puis tu nous as amené aussi des choses de bois. Ça ressemble, c'est des flûtes. C'est quoi que tu as apporté? Bien, j'ai fouillé dans ma petite boîte à outils. Je pense que tu le sais, Josiane, moi, je fais de la méthode Padovan. Puis dans la méthode Padovan, on s'occupe beaucoup des fonctions orales, motrices, dont la respiration. Donc, ça fait toujours partie de mes accompagnements quand j'ai un bébé ou un enfant que je travaille son neurodéveloppement. Fait qu'on va travailler autant par les flûtes que j'ai apportées, la respiration, le souffle, parce qu'évidemment, quand on parle, on fait un souffle buccal, on expire. Puis, on va aussi travailler le souffle nasal parce qu'on a parlé beaucoup, comment c'est important. Donc, il y a des flûtes pour travailler la respiration nasale, des flûtes pour travailler la bouche, puis qu'on peut faire facilement. On peut trouver aussi toutes sortes de jouets ou de flûtes à la maison aussi. Des fois, je sors une flûte à bec chez certains enfants parce que ce qu'on vise, dans le fond, c'est un souffle qui est fort, qui est tenu, puis qui est tenu longtemps.
Quand ça fait un son, on a une rétroaction concrète. Exact. Puis si on y va avec les flûtes de fête, les gens qui nous écoutent, allez-y avec une flûte de fête qui déroule pour avoir un visuel du temps que je maintiens. Puis là, on peut compter. Génial. Je savais que c'était notre anniversaire. T'es venu avec une flûte de fête. C'est très drôle. Il manque juste le chapeau. Donc, on met ça dans la bouche ou dans le nez? Bon, fait qu'on peut, ça peut être les deux, mais pas les lèvres. Différentes. Exactement. Moi, souvent, je vais avoir un petit B et un N sur chacune des flûtes. Oui, fait qu'il peut y en avoir une pour la bouche, puis une pour le nez. Celle du nez, souvent, au début, on va boucher l'autre narine pour bien souffler. Puis celle-là, on la veut forte. Par la bouche, on a dit on veut longtemps, soutenu longtemps. Puis, c'est un jeu le fun à faire, là. Tu sais, à partir de 3, 4, 5 ans, on peut jouer avec ça, là. Tout le monde participe. On fait travailler tout le monde à la maison. C'est pas un bon moyen aussi d'apprendre à se moucher? Exact. Ben oui. Puis à désensibiliser aussi. Moi, je remarque, là, les hygiènes nasales, hein, on en a fait beaucoup, là, on en fait encore beaucoup. Puis il y a des enfants qui sont très sensibles au niveau du nez. Fait que là, si ces enfants-là, ils n'aiment pas la flûte ou ils ont peur de la flûte, ben là, on va peut-être plus commencer parents, comme vous faites en ergo, des petits massages, des petits touchés, pour apprendre à aimer toucher le nez, parce que c'est ces enfants-là, des fois, qui se mouchent moins. OK. Après ça, quand le sensoriel va bien, bien là, on souffle. On souffle dans la flûte, mais le parent doit le faire, doit montrer l'exemple, évidemment. Ouais. Après ça, ben, on a avec la bouche, là, j'ai amené une flûte qui fait un bruit différent, qui ressemble au train. Il y a toutes sortes de... Veux-tu nous le faire écouter? Je vais essayer ça. Tu vois de chou-chou. Je l'ai eu. C'est très drôle. Attention, le train arrive. Oui. Ça avait l'air difficile, souffler fort. Oui. Pour que ça... Bien, en fait, c'est qu'il faut bien placer la ventilation pour que ça fonctionne. On ne le voit pas, mais il y a comme des petits mini-trous. Donc, souvent, les sortes de flûtes différentes, il faut placer bien la bouche, bien orienter la ventilation. OK, fait que ça demande la conscience de comment on place nos structures pour avoir un effet souhaité sur la façon dont on respire, pour que ça produise quelque chose. Puis encore là, ça, c'est avec la maturation qu'on dissocie tous les muscles du visage. Puis, OK. Puis l'autre, là, qui est comme rond, ovale, celui-là, c'est quoi ça? Celle-là, je l'appelle mon bec de canard. Bec de canard. C'est une autre flûte, ça s'appelle, son vrai nom, c'est la flûte brésilienne. Donc, c'est une flûte qui va, tu vois, là, elle est plate. Alors, la bouche va fermer, mais au lieu de se faire comme le bisou, elle va rester plate. Puis, on a besoin de travailler tous les placements de lèvres, dans le fond. OK. Fait que je peux faire un exemple. Ben, c'est moins fort, le son, celui-là. Oui, bien, elle n'était pas très forte parce que je pense que la petite boule, elle était... tu peux le refaire, là. Essaye donc, ouais. Finalement, elle est rendue comme ça. OK, donc on voudrait une nouvelle flûte brésilienne. On pourrait. Mais de toute façon, tu sais, ce qui n'est pas mauvais parce que... Oui, c'est ça. Il y a des enfants qui vont vouloir... Pour les enfants plus sensibles au son. Oui. Comme celle-là, demande-moi pas de la jouer, je l'ai amenée quand même. Ah, mais elle est très mais elle est agressante un peu pour mes petites oreilles. Ouais. OK. Pour les auditeurs qui conduisent, on va s'abstenir. Après ça, bien, si on veut travailler encore le nez, j'ai amené des huiles essentielles. Il y a des approches qui vont beaucoup faire sentir aux enfants des odeurs.
Ça peut être des huiles essentielles, ça peut être le fameux jeu d'épices qu'on jouait quand on était petit. On allait fouiller des épices de nos parents, puis deviner. Fait que pour les enfants plus vieux, ça peut être le fun. Mais là, est-ce qu'on sent direct la bouteille ou est-ce que c'est un diffuseur ou on met ça sur quelque chose? Bien, ça peut être direct, là, faire un jeu d'odeur puis de sentir directement au pot. Mais l'idée du diffuseur n'est pas mauvaise aussi pour un enfant qui, la nuit, a peut-être à travailler ça, sa respiration nasale. Ça pourrait éveiller une belle respiration nocturne. Ouais. Bien, super intéressant. Là, tu nous as montré des équipements. C'est sûr qu'avec les enfants, c'est winner pour aller chercher de la motivation. Ouais. Au-delà de viens, on va apprendre à respirer. Est-ce que tu as des activités de respiration aussi que tu peux nous montrer qui n'ont pas de sifflet, exact. dossier? Pour les enfants, là. Pour les enfants, les petits, oui, qu'on sort un peu de la sphère de la bouche, si on peut dire, parce qu'on parle des muscles tantôt, tu te souviens, hein? Ouais. Fait que, si on pense à nos enfants, aussitôt qu'ils sont capables de se lever debout tout seuls, de marcher, on va vouloir les encourager à faire un beau squat. Un beau squat, là, la position accroupie au sol, talon au sol. Pour les tout petits, c'est facile. Oui. Puis, on peut jouer et rester dans cette position-là. Ça va venir, travailler beaucoup les muscles des périnées, les abdominaux, le souffle. C'est très facile de bien respirer dans cette position-là. En fait, quand on respire trop avec le thorax en haut, c'est difficile de descendre sur les talons. Fascinant. Oui. On pourrait faire un exercice, mais ensemble, Josiane, mais moi, je le fais avec mes... Pas capable de faire des squats, moi. Intéressant. En fait, ceux qui peuvent le faire en ce moment, faites-le en même temps que je l'explique, mais quand on est debout puis qu'on passe en position accroupie, moi, ce que je fais avec mes jeunes qui ont de la misère, je les fais expirer, faire un gros « ah » avec un son. Avec un son, une voyelle, puis c'est incroyable la différence. Fait que la première fois, il le fait, il est incapable, soit qu'il tombe sur les fesses, il va s'asseoir ou il reste sur la respiration aide à descendre, à faire le... Non. Puis là, le même enfant... Il expire, il fait son son et là, les talons restent. Oui. Ça, c'est un bel exercice. Puis, de continuer à le faire longtemps. Okay. Après ça, il y a mon fameux, là, moi, tu le sais, je parle souvent des réflexes, là, des réflexes primitifs. Puis, je fais beaucoup faire des moraux à toute clientèle, tous les âges de mes patients. C'est quoi, ça, un morau? Le morau, c'est le réflexe du petit bébé qui fait le sursaut. Quand ils sont tout petits, on les voit, les bébés sursautent un peu, puis ils font une ouverture de bras. Puis là, ils sont très surpris par un bruit, un mouvement, un déplacement. Puis là, ils reviennent un petit peu dans leur état naturel. Fait que sûrement que les parents, les thérapeutes, vous savez de quoi je parle. Mais c'est pas ça qui fait la première respiration? Effectivement. C'est ça. Oui. Pertinent, je suis certaine. Très pertinent. Okay. C'est pour ça que moi, je les mets beaucoup ensemble. Okay. Exact. Fait que là, ce que je fais, évidemment, je ne fais pas peur à mes patients pour qu'ils sortent les sursauts, mais je vais aller voir complètement les deux extrêmes, les amplitudes dans les deux opposés. Fait que je vais aller mettre la personne, l'enfant, même l'adulte, complètement en petite boule, en flexion, et je vais, après ça, aller voir la personne faire une grande, grande extension, comme une étoile. Okay. Les jambes, les bras ouverts. Puis là, je regarde, évidemment, je fais plein de choses avec ça. Puis quand j'observe la respiration, ce que je m'attends, c'est qu'en boule, j'ai une expiration, ou du moins un souffle très, très lent, pas de blocage, là, tu sais, là, une fin d'expiration. Okay. Puis quand je suis dans ma phase d'ouverture, bien là, j'aimerais ça que la personne, je l'amène vers de l'inspiration. Okay. Puis on peut alterner comme ça. Fait qu'avec les plus vieux, partir souvent l'âge de 5 ans, l'enfant le fait avec moi. Puis là, moi, j'exagère ma respiration pour qu'ils comprennent que, OK, ici, on inspire, on ouvre. Ensuite, on ferme et on expire. Puis, c'est d'aller remettre de l'équilibre dans notre corps, mais surtout dans le système nerveux autonome qu'on a parlé au tout début, quand on parlait sympathique, parasympathique. Oui. Bon, quand on est capable de faire ces deux belles positions-là,
On pourra l'essayer aussi. Les gens essayent et là, après ça, on ressent vraiment un état de calme et de bien-être. Ça aussi est sur ma chaîne. Si les gens ils tapent Moreau, physio bébé, vous allez le trouver facilement. Oui, une nouvelle référence. Mais tu sais, quand tu disais tantôt, quand tu parlais de ton filet avant l'enregistrement, ton sifflet. Oui. Je cherchais mon filet. Ton sifflet avant l'enregistrement, tu dis, ah, ça, c'est un sifflet d'ergo. Mais c'est ce que tu viens de décrire. En ergo, une des choses qu'on fait où on vient recruter la respiration, c'est quand on travaille le contrôle postural. On a bien appris que pour solliciter les abdominaux, on souffle. Voilà. Ouais. Puis si, comme vous êtes à l'écoute là, puis que vous soufflez fort, sentez les abdominaux qui travaillent. Puis quand on veut favoriser de l'extension, on inspire. Oui. Et oui. C'est ça qui est... Ça va ensemble, Ben c'est ça, sans nommer Moreau, sans nommer... tous ces systèmes-là fonctionnent ensemble, puis ça prend un équilibre entre les deux pour la posture, fléchisseur, extension. Ouais. Mais là, j'explique des choses de posture à une physio. Je me sens un petit peu imposteur. Mais ce qui est merveilleux dans ce que tu racontes, c'est qu'on se rejoint tous, tu vois? Oui. Inconsciemment ou par beaucoup de logique, on s'en va souvent vers des choses qui se rejoignent, qui s'entrecoupent. Oui, parce qu'on fait l'arbre qui pousse, tu sais, c'est le vent. Le vent qui arrive. Oui, puis nos morceaux sont importants, c'est ça. Travaille le corps. Le corps. OK, bonne idée. OK, fait que là, on a le Moreau, on a le petit massage chez les tout-petits. La respiration diaphragmatique, là, un peu avec, tu sais, comme les enfants qui embarquent dans des petits yogas, tout ça. Le chat aussi, tu sais, d'aller... Le chat? OK. Le chat, d'aller mobiliser. Le chat. La colonne, tu sais. Oui. Le chat dos rond, dos creux. Oui. Toutes ces petites choses-là, l'enfant, il va pouvoir embarquer dans ça. Puis là, les flûtes, un souffle long, ludique. Puis après ça, les plus vieux, bien là, on peut aller plus expliquer, un enfant qui serait curieux d'en savoir plus, bien là, on peut faire de la respiration nasale alternée. Au yoga, on fait ça un peu, ça ressemble au pranayama, un des pranayamas, tu sais. Fait qu'on inspire, on bouche une narine, on inspire par l'autre narine. On change, on expire par l'autre narine. C'est cool, ça. Et là, on pourrait, vu qu'on pourrait vouloir faire les deux côtés, fait qu'on pourrait inspirer par cette même narine et changer pour expirer avec l'autre narine. Des petites choses comme ça. Là, on invente un jeu pour aller avec ça, pour que ça soit le fun. Oui. Les intérêts de l'enfant. Exact. Puis on peut jouer à... Te souviens-tu? Tu me tiens par la barbichette. Là. Oh, ça, c'était tellement agressant. On peut le modifier pour ne pas s'agresser, mais tu sais, on dit à l'enfant, il faut que la bouche reste fermée. Oui, il ne faut pas rire. Il ne faut pas rire. Ça peut être siffler. Siffler travaille beaucoup les abdominaux, hein? On voit la qualité de mes abdominaux. Josiane, on va te faire des moraux. Je te dis. Après ça, les animaux lourds là, qu'on peut mettre sur le thorax pour stabiliser. Moi, j'ai beaucoup d'enfants. C'est pas si évident. Même un enfant de 9 ans, 10 ans, comprendre que c'est le ventre qui doit monter quand il est habitué toute la journée d'utiliser ses côtes. Fait qu'on peut mettre un jouet, les animaux lourds. Oui, les peluches qui sont lestées. Ça fait comme une résistance. Fait qu'on sent plus... qu'on respire ou on pousse plus fort? Normalement, ça donne l'effet proprioceptif que, regarde, on reste là, puis on a le goût plus de faire bouger là où c'est libre. Hein? Fait que l'objectif, c'est de faire... Ah, OK. Fait qu'on on le met sur le thorax pour que ça donne... Ça serait plus d'effort pour respirer là, donc ça va amener la respiration diaphragmatique. OK. Ouais. On pourrait faire l'inverse pour un enfant qui serait... dans la performance, puis que là, lui, veut un défi. C'est ça que je visualisais au début. Comme mettre un poids. Si on arrive à le faire comme ça, ça devient plus facile après, comme quand on enlève les poids. Oui, ça peut être ça aussi. OK, c'est intéressant. En avais-tu d'autres? J'aime ça ces idées. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres. Comme tu dis, il faut
un coup, on comprend qu'est-ce qu'on veut. Mettons qu'on sait l'objectif à atteindre. Après ça, on peut vraiment faire aller notre créativité. Mais je sais qu'il faut surveiller ceux qui sont plus applications. Moi, ce qui est moins mon cas, mais je pense que ça va se mettre à sortir beaucoup là, dans les prochaines années. Là, bon, il y a la fameuse cohérence cardiaque aussi que beaucoup de gens connaissent. La force, c'est que le temps est le même pour inspirer et expirer. Oui. Il faut juste faire attention de ne pas aller avec la boule. Mettons, la boule qui monte. Nous, on a parlé, ça fait 1 heure qu'on parle qu'on veut rester dans notre bassin. Hein? Fait que quand la boule monte, faut pas penser aux muscles accessoires. Il faut penser à notre diaphragme qui, lui, descend. C'est pas juste inspirer, expirer. Il faut continuer d'inspirer correctement. Profondément. En conscience. En conscience. OK. Mais je me dis que pour des idées, on pourra aller sur ta chaîne YouTube. On va les voir. Ça va être d'autant plus utile avec des explications supplémentaires pour chacun. Exact. C'est parfait. Ouais. Y a-t-il un mythe qu'on voudrait défaire pour terminer cet épisode? Ben, je pense que le premier, il y en a plusieurs, là, c'est certain, mais c'est celui que de respirer par la bouche tout le nez, que c'est pareil, là, il ne faut plus entendre ça. OK. Ou j'ai entendu aussi que la langue au palais, c'est juste pour parler, et faire des sons, des points d'articulation. Juste pour faire exact. Ouais. Non. Juste pour le cheval. C'est pas juste pour... Mais attends, mais faire le cheval quand on est petit, c'est-tu comme une bonne idée pour s'habituer à mettre la langue au palais? Oui. Si on n'arrive pas à faire ça, c'est parce qu'on n'a pas compris où mettre la langue? Oui, c'est déjà un bon point de départ. Puis des fois, je leur dis, attends avant de faire le son, tu sais, pour comme l'étirer, pour qu'elle colle au palais, puis là, après de faire le son. J'aime ça. C'est ça. OK. Ouais. Ça, c'est une bonne idée. C'est un bon exercice, ça. Mythe 2. Mythe 2. Mythe 2, que c'est normal de ronfler? Non. Non, OK, mais, ça, on pense plus ça. Non, on pense plus ça, mais pourtant, on a du travail à faire. Regarde, même un enfant qui imite, il fait semblant de dormir, qu'est-ce qu'il fait? Il ronfle. C'est ça. Comme grand-papa, C'est comme vrai, papa, comme... Tu sais, comme maman, oui, c'est vraiment là, dans les annonces publicitaires, on va mettre des gens qui ronflent. Il faut changer notre... On peut mettre ça dans le petit livre, là. Le grand-papa de Samuel ronfle. Et la maman dit, ce n'est pas normal. Jonathan. Vraiment ton idée, Diane. Oui. Tu sais, là, dans un petit trou qu'on a entre 3h et 4h du matin. Là, oui, c'est ça. Je pourrais mettre ça là. Tellement de temps libre. Oui, toi aussi. Non, moi, c'est pas mon expertise. Fait que je te laisse le projet. C'est ton idée quand même. Je ferai la préface. C'est bon. Y a-t-il un mythe 3? Que les enfants respirent toujours bien naturellement. On a vu, on a bien compris qu'il faut les accompagner très bien. Ouais. Un autre mythe que plus on prend d'air, mieux on respire. Prendre d'air là, comme dehors? Oui. Non, mais plus une grande bouffée d'air. OK, pas aller, va prendre de l'air. Non. Va prendre de l'air. Oui, c'est variable. Plus on prend d'air, mieux on respire. Non. OK. Non, oui, je comprends. Oui. C'est plus la régularité. Même que je ne veux pas rentrer. Ceux qui liront le livre, vous lirez le livre Respirer, il parle du CO2. Très intéressant. Okay. On a besoin du CO2. D'accord. On aime le CO2. D'accord. Alors là, je te demande de t'adresser aux ergo-physios qui nous écoutent, puis de leur laisser un conseil ou un message ou une inspiration. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire juste à ce groupe-là? Bien, je pense que tu vas être d'accord aussi que moi, ça me touche beaucoup de bien accompagner un enfant, d'y donner si jamais il faut donner l'étiquette, de donner la bonne étiquette, ces choses-là. Mais j'aurais envie de dire que avant de sauter vite aux conclusions, avant de dire que rapidement qu'il y a un déficit sur telle sphère de son développement, tout ça, bien, de s'attarder à la respiration, d'observer, questionner, parce que c'est pas banal. Puis on l'a dit au départ, on devrait toujours évaluer dans n'importe quelle sphère quelqu'un qui n'est pas en situation de stress, quelqu'un qui est bien. OK. T'sais? Fait que je retiens ça, notamment d'observer la respiration, pas juste en contexte d'évaluation, mais avant l'évaluation,
avant de débuter un bilan avec un enfant, de m'assurer que sa respiration, elle démonte pas du stress, justement, parce que je verrai pas ses meilleures capacités. Exactement. Puis que peut-être qu'il faut travailler à ce niveau-là, puis que de remettre une régularité, puis un meilleur état de base à cet enfant-là va permettre après ça que là, les sphères cognitives, les sphères de la communication, les sphères vont se mettre à débloquer, tu comprends? Oui, puis de le retenir comme piste d'intervention si on sent que c'est fragile. Ouais. Si on se sent outillé pour le faire, formé, on peut. Sinon, selon l'ampleur qu'on a vu, on peut référer à quelqu'un qui s'y connaît. Exactement. En parallèle. Et aux parents... Qu'est-ce que j'aurais envie de dire aux parents? Que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile ce qu'on vit, que ce soit avec notre travail, nos familles, notre quotidien, mais que d'y aller une bouchée à la fois, un pas à la fois, en conscience, avec la respiration, tout s'éclaircit. Beaucoup de choses qui deviennent plus faciles à gérer. Donc, nous aussi, il faut montrer ce chemin-là à nos enfants. Ouais. Puis de ne pas hésiter d'aller vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous permet justement de vous déposer? Qu'est-ce qui vous procure le plus de bien-être, de sécurité? Parce que c'est là que ça se place. Merci. Même pour les parents des grands, on t'entend. Puis est-ce que tu aurais un message pour les éducatrices? Qui font une très, très belle job, c'est sûr. C'est-tu peut-être un lieu intéressant pour de la modélisation? Ouais. Vu que c'est pas tous les parents du monde qui vont nous écouter, qui vont être sensibilisés. Donc, de parler de respiration. Je pense que oui. Aux enfants, de leur lire ton futur album. Tellement. Ah oui. Sinon, avec des marionnettes, faire des... Puis la voix de la nouveauté, hein? Ouais. Puis le bienfait que ça va amener à celui ou celle qui parle de la respiration, puis qui montre des exemples, puis qui fait des jeux avec les enfants. Hey, ouais, les journées vont être plus faciles. C'est une bonne idée, ça. Ouais, oser s'aventurer dans cette sphère-là. Ben juste wow pour tout ce que tu nous as partagé. Merci d'avoir choisi ce sujet-là pour nous. Ça m'a fait vraiment plaisir de revenir sur ce sujet-là qui est passionnant.